Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Paris pour ce nouveau numéro de C'est plus que du foot. Avec nous cette semaine pour l'interview Momo Sissoko, ancien joueur du Paris Saint-Germain, de la Juventus et de Liverpool notamment. Mais il va être avec nous dans un instant et en attendant je vais vous présenter notre duo de la semaine. C'est le duo, j'étais obligé de les mettre ensemble parce que c'est le duo qui a fait la meilleure audience l'année dernière. Donc ils voulaient absolument se retrouver ensemble. Camille, comment ça va? Très très heureux d'être de retour avec mon cher collègue. Yanis, comment ça va? Très très heureux d'être ici aussi. C'était un grand plaisir d'être là la semaine, enfin l'année dernière et j'espère qu'on va passer une bonne émission. Bah écoutez, on lance le jingle et on appelle Momo tout de suite. Allô? Salut Momo. Oui, salut. Merci d'être avec nous, tu nous entends bien? Oui, je vous entends bien. Eh ben c'est super, donc je te représente Camille et Yanis. C'est bon, vous m'entendez bien là? Ouais, très bien. Je te représente Camille et Yanis Super. qui vont m'accompagner cette semaine. Salut Momo, heureux de faire ta connaissance. Salut Momo. Enchanté. Salut. Bah écoute Momo, on va commencer tout de suite. Hein. Bah on va essayer de mener cette interview de manière un peu chronologique. Donc j'ai envie d'abord que tu nous racontes un peu comment tout a commencé pour toi dans le football. Bah, comme la plupart des jeunes, hein, voilà, j'ai commencé dans mon quartier et après, à partir de là, voilà, j'ai été repéré. Et après, bon, de 3, j'ai été repéré par la Auxerre, ok. Ouais. Et de la Auxerre, Giroud, il m'a vu lors d'une confrontation entre 3 et Auxerre. Il était sur le côté. Et à la fin du match, il est venu me demander les coordonnées de mes parents. Et le lendemain, il était dans ma cité pour pouvoir convaincre mes parents d'intégrer le centre de formation de la Auxerre. Et quel souvenir tu gardes de ces moments-là à la GIA? Bah, que des bons souvenirs. Hein. Je pense que c'est eux qui m'ont construit en tant qu'homme, en tant que footballeur. Donc pour moi, j'en retiens que des bons souvenirs. Parce que c'est vrai que malgré que j'ai pas pu signer mon premier contrat professionnel à la Auxerre, Ouais. mais pour moi, toute ma formation a été bénéfique, elle a été juste extraordinaire. Ok, donc à l'été 2003, tu vas signer au FC Valence et vous êtes sacré champion dès ta première saison devant le Barça et le Real. Quel souvenir tu vas garder de cette saison sous les ordres de Rafa Benitez? Bah pour moi, j'arrivais un peu dans l'inconnu, dans le monde professionnel. Avant que j'arrive à Valencia, j'étais un jeune étudiant, un jeune stagiaire. J'arrive à Valence dans un vestiaire où clairement il y avait que des stars comme Pablo Aimar, Ayala et d'autres. Et dès la première année, voilà, on a le titre de champion, on gagne la Super Coupe, la Coupe d'Espagne aussi. Donc pour moi, c'était juste extraordinaire sur une première saison comme ça. Et pour moi, c'est des moments inoubliables pour moi, clairement. Et pour les gens qui nous écoutent, il faut mesurer l'exploit qu'a fait Valence en 2004 parce que pour trouver une autre équipe hors Barça Real qui gagne la Liga dans ces années-là, il faut aller jusqu'en 2014. Donc pendant 10 ans, vous avez été la dernière équipe à avoir mis fin à l'hégémonie Barça Real. Ouais, c'est vrai que ce qu'on a fait, c'est historique. Même 20 ans après, même les supporters de Valencia, ils nous le font rappeler au quotidien. Et c'est vrai que d'avoir pu remporter justement la Liga devant justement des géants comme les Galactiques du Real de Madrid et Barcelone, pour nous, c'était fou, quoi, clairement. Ouais, non, non, la vérité, c'est incroyable. Pendant cette saison, tu vas disputer ta première CAN avec les Aigles du Mali. Et en fait, on sait que tu possèdes la double nationalité franco-malienne. Et pourquoi ce choix, en fait, de représenter le Mali plutôt que la France? Bah pour moi, c'était un choix fort. Je pense que voilà, en équipe de jeunes, j'étais en équipe de France. Voilà, j'ai fait toutes mes classes en équipe de France. J'étais même à plusieurs reprises surclassé. Après, voilà, lors de mon premier passage au Mali, ce qui m'a vraiment chamboulé, ce qui m'a vraiment ému, c'est l'accueil du peuple malien dès mon arrivée à l'aéroport de Bamako. Voilà, tout le peuple m'a accueilli comme une superstar. Ils m'ont accueilli avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. Et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai voulu opter pour le Mali. Malgré que ce n'était pas un choix facile à faire, mais pour moi, j'ai opté pour le Mali. Au jour d'aujourd'hui, j'en retiens que des bons souvenirs. Malgré qu'on n'a pas pu remporter de Coupe d'Afrique, j'en retiens que des bons souvenirs. J'ai su impacter beaucoup de jeunes
Et au jour d'aujourd'hui, voilà, je suis fier d'avoir opté pour le Mali et je suis fier d'être malien. Et donc, après cette CAN et cette saison, cette deuxième saison avec Valence, tu décides de quitter Valence après une moins bonne saison et tu rejoins Liverpool où tu retrouves Rafa Benitez, ton ancien coach à Valence. Est-ce que pour toi c'était naturel de le rejoindre à Anfield? Et peux-tu nous expliquer ce choix et cette expérience? Bah, ce choix, s'est fait naturellement à partir du moment où voilà, c'est Rafa qui m'a donné l'opportunité justement à 17 ans de pouvoir évoluer en Liga et de me donner voilà, du temps de jeu, suffisamment de temps de jeu et beaucoup d'importance. Je pense que c'était un choix naturel. Quand Rafa est parti de Valence, il m'a appelé, il m'a demandé de le rejoindre à Liverpool. C'est vrai que c'était un choix assez risqué parce que voilà, j'avais pas énormément d'expérience en professionnel. Ok. J'avais pas énormément d'expérience en professionnel, mais c'est vrai que le fait d'avoir opté pour Liverpool, ça m'a fait grandir. J'ai su jouer avec des grands noms comme Steven Gerrard, Xabi Alonso. J'ai appris à leur côté. J'ai su aussi m'imposer. Donc pour moi, c'était dans la continuité de ce que j'ai pu réaliser à Valencia. Ok. Et quand tu rejoins Liverpool, ils viennent à peine de gagner la Ligue des Champions, cette fameuse finale contre Milan. Et là-bas, il y a un joueur, comme tu nous as dit, Steven Gerrard. Qu'est-ce que ça t'a fait de jouer avec lui et de jouer avec tant de grands joueurs dans cette équipe? Bah, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup grandir. Parce que c'est vrai que c'est plus facile d'évoluer avec des grands joueurs qu'avec des moins bons joueurs. Mais j'ai beaucoup grandi à leur côté. Voilà, surtout que Steven Gerrard et Xabi Alonso, ils jouent au même poste que moi. Donc en tant que jeune, j'ai su apprendre à leur côté. J'ai su voir sur quoi je devais m'améliorer. Et ils m'ont beaucoup aidé. Donc pour moi, ça m'a fait évoluer dans mon football et surtout dans mon quotidien aussi. Parce que c'est vrai que malgré que ce soit des grands joueurs, dans leur quotidien, il n'y a pas de secret. Hein. Quand la façon dont ils s'entraînent, la façon dont ils font les matchs, comment ils se donnent à fond, ça m'a vraiment beaucoup impacté en tant que jeune joueur. Et dans leur attitude, c'est quoi qui change par rapport aux autres? Bah, leur attitude, c'est vrai que leur quotidien, leur professionnalisme, comment ils gèrent les matchs, comment ils gèrent leur récupération. Je pense qu'ils font beaucoup attention aux petits détails. Et clairement, je me suis aperçu qu'au fur et à mesure du temps, dans le football, c'est les détails qui font énormément de différence. Et eux, ils l'ont démontré tout au long de leur carrière. Moi, justement, par rapport aux détails, là, tu viens d'en parler, je voulais te poser une question. En tant que joueur de foot, est-ce que le fait de gérer la pression, c'est ce qu'il y a de plus compliqué quand on rentre dans un match comme à Anfield et qu'on dispute des grands matchs de Ligue des Champions? Bah, c'est une bonne question, surtout que voilà, la plupart des parents pensent que le football c'est facile, le football c'est l'argent, le football c'est ceci, c'est cela. Mais il faut savoir justement gérer cette pression-là. Jouer devant 80 000 spectateurs, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut passer par beaucoup d'étapes. Donc moi, j'ai eu la chance justement d'être passé par ces étapes-là. Donc clairement, c'est pas facile, mais clairement, quand tu as la volonté d'y arriver, tu as la volonté de vouloir justement réussir dans ces clubs-là, eh ben, tout est possible. Et on sait très bien que Anfield, c'est un des plus grands stades au monde et une des meilleures ambiances d'Europe. Et ça t'a fait quoi de jouer devant ce public? Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment c'est en tant que joueur? Franchement, comme je l'ai dit, il faut y aller pour vraiment comprendre. Parce que c'est vrai qu'en expliquant comme ça, voilà, c'est simple. Mais quand tu es à l'intérieur du stade et quand tu entends You Never Walk Alone et quand tu entends justement les chants des supporters, quand tu entends les supporters mentionner ton nom et te transcender, clairement, c'est juste extraordinaire. Une petite anecdote, quand on a joué en demi-finale de la Ligue des Champions, on a joué contre Chelsea. Et voilà, quand justement on arrive sur le terrain, pour moi, justement, j'avais l'impression que le stade, il tremblait en fait. Donc c'est vraiment spécial de jouer en film. En plus, je crois, le match contre Chelsea, il y a un scénario de dingue. Il y a 5-4 à la fin, quelque chose comme ça. C'est ça exactement ça. Ouais.
Et Momo, donc après ça, en janvier 2008, tu rejoins la Juve pour 13 millions d'euros. Et tu déclares Ouais. à ce moment-là que tu es fan de Zidane, comme beaucoup de monde, et que naturellement, tu as envie de rejoindre la Juventus. Et comment se passe cette intégration dans cet effectif XXL? Bah, elle se passe très bien, hein, elle se passe très bien. J'arrive encore dans un nouveau vestiaire, nouvelle culture, avec des top joueurs comme Del Piero, Trezeguet, Camoranesi, et j'en passe, Buffon. Pour moi, j'arrive dans une équipe compétitive, un petit peu vieillissante, mais clairement avec des top joueurs et des top personnes. Donc, l'intégration elle se fait naturellement. Voilà, à partir de là, j'arrive à enchaîner les bonnes performances. Donc l'intégration, elle s'est fait plus que naturellement. Et on entend beaucoup parler que le travail physique à la Juventus est plus dur que dans tous les autres clubs. Est-ce que tu peux nous confirmer ça ou juste nous dire ton Ouais, je vous le expérience? confirme. Je vous le confirme. Ah ouais. C'est-à-dire que justement, en prépa, clairement, on faisait clairement 4 entraînements par jour. On se réveillait le matin, peut-être à 6 heures du matin. On enchaînait par un footing. Après, on allait déjeuner à jeun. Après, on allait déjeuner. Après, on enchaînait par de la muscule. Après, on enchaînait sur de la vidéo et du travail tactique. Et à la fin, sur la quatrième séance, c'était plutôt du foncier avec des jeux à thème. Mais clairement, moi, j'ai jamais autant travaillé qu'en Italie parce que c'est vrai que la préparation là-bas, elle est vraiment, vraiment, vraiment dure. Ouais. Et aussi par rapport à la Juventus, on sait qu'ils ont eu pas mal de problèmes concernant des produits pharmaceutiques, etc. Et donc on entend souvent que les médecins donnent des produits donc, pharmaceutiques pour améliorer les performances des joueurs. Est-ce que tu as déjà vécu ça chez les Bianconeri? Non, pour être honnête, moi, j'ai jamais vécu ça, clairement, parce que clairement, et même si j'aurais été amené à avoir ce genre de pratique, ça aurait été contre ce que je ressens du football et de comment je vois la vie. Mais clairement, moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Après, c'est vrai que c'était en Italie, c'était réputé justement que les docteurs ils donnaient des produits dopants. Mais moi, à ce moment-là, on n'a jamais eu affaire à cette pratique-là. On nous donnait justement des boissons de récupération, mais jamais des trucs pour justement augmenter nos performances, quoi. Ok. Et tu penses quoi, juste une question comme ça, du cas de Paul Pogba? Ce que j'en pense, c'est que c'est désolant, hein. C'est vrai que Paul, il traverse un moment vraiment, vraiment particulier dans sa carrière et très difficile psychologiquement, mentalement, parce que c'est vrai que l'accumulation justement de beaucoup de problèmes entre ses problèmes familiaux, ses problèmes de blessures, maintenant il vient se rajouter ses problèmes de doping. C'est vrai que pour un être humain, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile, mais j'espère qu'il va ressortir indemne justement de tous ces problèmes-là, quoi. Ouais. Et donc à la Juventus, tu joues avec une légende, Alessandro Del Piero, et tu déclares qu'après ça devient une de tes idoles. Donc j'aimerais savoir quel souvenir tu gardes de ce joueur, qui est meilleur buteur de l'histoire Ah, de la Juve. Hein. que des bons souvenirs, hein. Alex, c'est une bonne personne, très respectueuse. Voilà, il fait partie des joueurs qui m'ont aidé à m'intégrer justement en Italie, à la Juve. Il m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et c'est vrai que de partager le vestiaire avec ce genre de joueur, c'est juste plaisant. Moi, je pourrais dire à mes enfants que j'ai joué avec Alexandre Del Piero, mais clairement, pour moi, c'était un moment de folie d'avoir pu jouer avec Del Piero et d'autres joueurs comme Buffon, Camoranesi, Trezeguet et Cannavaro, quoi. Moi, à un moment, j'ai vu une interview de toi dernièrement où tu vois le maillot de Nedved et t'as le sourire et tu dis que c'est l'un des joueurs qui t'a le plus choqué. Quand on joue avec des ballons d'or comme Cannavaro, Nedved, est-ce que finalement c'est pas la meilleure manière de s'améliorer et d'apprendre? Bah, c'est juste la meilleure manière de grandir en tant qu'homme. Parce que c'est vrai que quand tu as affaire à des ballons d'or, tu te poses la question, tu te poses 2 minutes,
ne serait-ce 2 secondes, et tu dis, ah, c'est pas. Je comprends pourquoi ils sont ballon d'or, ces mecs-là. Quand tu vois le sérieux que Nedved mettait à l'entraînement, le sérieux qu'il mettait dans sa récupération, le sérieux qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait, eh ben, c'est pas anodin de voir ce type de joueur en ballon d'or, quoi. Ok, ok. Ensuite, on va parler de tes sélections avec le Mali. Vous avez de très bonnes individualités, notamment Kanouté, Keita, Mamadou Diarra. Qu'est-ce qui manque en fait à cette équipe pour pouvoir remporter la CAN ou se qualifier pour la Coupe du Monde? Bah, ce qui nous a manqué, clairement, c'est l'humilité. L'humilité, je pense que c'est aussi le fait le fait de bien s'entendre, le fait de ne pas avoir justement de problème d'ego. Et je pense que c'est ça qui nous a fait défaut. On avait une super bonne génération, on avait des joueurs justement pour pouvoir au moins gagner 2 CAN. Mais malheureusement, on n'a rien gagné. Et c'est vrai que pour moi, c'est une grande frustration et c'est une grande tristesse de ne pas avoir justement donné ne serait-ce qu'une Coupe d'Afrique au peuple malien, parce que clairement, il le mérite depuis très longtemps. Mais maintenant, voilà, c'est le football. Je pense que c'est difficile justement d'arrêter la sélection et de ne pas avoir justement gagné de titres majeurs. Mais encore une fois, j'espère que justement nos failles vont permettre justement aux nouvelles générations de pas commettre les mêmes erreurs et de donner tous la main ensemble justement pour tous tirer dans le même sens et de gagner des titres. Ok, ok, merci beaucoup. Moi, j'aimerais aussi enchaîner. T'as parlé d'humilité. On parle aussi beaucoup de côté psychique dans le football. Est-ce que tu penses que dans le football, on n'accorde pas en fait assez d'importance au côté mental et au côté psychique. On voit il y a une certaine évolution là ces derniers temps. Beaucoup plus de psychologues pour les joueurs. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ça? Ouais, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que ce que le joueur il vit au quotidien, c'est pas évident. Franchement, si t'as pas les épaules solides justement pour supporter la pression des médias, la pression de la famille, la pression de ce qui se passe à la maison, au quotidien, si t'as pas justement une personne sur laquelle t'appuyer, c'est vraiment difficile. Donc c'est vrai que le fait d'avoir justement des personnes qui t'aident à extérioriser et qui t'aident à justement à effacer toutes ces choses-là, c'est une bonne chose dans le sport en général. Ouais, parce qu'au final, nous, quand on est spectateur, on vous voit sur le terrain, où vous devez livrer les performances, et on voit pas en fait la partie un peu cachée de l'iceberg. Toi, c'est quoi? C'est la C'est ça. famille qui t'a aidé le plus dans ce genre de moment où c'était compliqué, où il fallait des épaules sur lesquelles s'appuyer? Bah, clairement, moi, c'est la famille, clairement. Mes parents. Après, c'est vrai que la religion aussi m'a permis justement de revenir. Parce que c'est vrai que quand par exemple, voilà, en Ligue des Champions contre Benfica, tu reçois un coup de crampon dans l'œil et quand le docteur, il te dit que le football, c'est fini pour toi et que justement, si t'as pas la religion ou si t'as pas un minimum de foi, clairement, tu pètes les plombs. Mais justement, moi, et voilà, j'ai eu cette chance d'avoir justement ma mère, mon père qui m'ont beaucoup soutenu dans ces moments-là. Et c'est vrai que c'est important d'avoir justement un environnement sain pour pouvoir t'aider à surmonter ce genre d'épreuve. Merci, Momo. Et Momo, on arrive maintenant un peu chronologiquement à l'été 2011. Donc, tu es l'une des premières recrues du PSG version Qatar. Comment se passe ce transfert? Comment t'expliques le changement qui va être opéré au PSG et les moyens qui vont être mis? Et quel est l'élément qui arrive à te convaincre de revenir en France à ce moment-là? Bah, l'élément qui me convainc justement, c'est le discours du président, les discours du directeur sportif Leonardo. Je pense que c'était le moment pour moi de revenir en France parce que c'est vrai que quand depuis 17 ans, voilà, t'es emmené à un peu être loin de la famille, loin des amis, c'est vrai que de te retrouver seul tout le temps, c'est jamais évident. Donc pour moi, il y a un nouveau projet qui est arrivé à moi, un super beau projet. Donc à partir de là, voilà, on a discuté, il y a eu des vraies discussions. À partir de là, j'ai opté pour le Paris Saint-Germain et voilà. Et Momo, tu en parlais tu as parlé de quelqu'un enfin, qui a été l'élément un peu de ce transfert, c'est Leonardo. Leonardo, il a été un peu décrié tout au long de ses différents passages au PSG. Quel souvenir t'en gardes, toi, de Leonardo?
Bah, j'en garde des bons souvenirs. J'en garde des bons souvenirs. C'est lui qui me fait venir avec Camboire et le président. Donc, moi, je peux pas cracher sur une personne qui m'a fait confiance. Donc, clairement, il y a eu du bon comme il y a eu du mauvais avec Leonardo. Mais quand tu regardes en globalité, il a fait partie justement des fondations. Donc, à partir du moment où tu fais partie des fondations, c'est aussi important que les joueurs ou les nouvelles personnes qui sont arrivées dès maintenant. Donc pour moi, c'est un élément fort de la construction de ce qui est Paris aujourd'hui. Et justement, tu en as parlé quand tu arrives au PSG, c'est Antoine Comboiré qui est sur le banc, mais la prise de pouvoir du Qatar et de Nasser El Khelaifi bouleverse un peu tout, et Carlo Ancelotti nommé le 30 décembre. À ce moment-là, le PSG est leader de Ligue 1, mais finira deuxième derrière Montpellier. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette saison et sur ces deux coachs-là que tu as eus? Bah, Camboire, voilà, il était là, c'est un entraîneur français qui avait les résultats, qui a fait de bonnes choses. Parce que c'est vrai que avant qu'il parte, on était premier au classement. Après, quand il est parti, on était deuxième. Mais pour moi, voilà, dans la continuité, dans l'agrandissement de ce que voulait faire le Paris Saint-Germain, moi, j'étais pas justement surpris qu'ils aillent chercher justement un coach comme Ancelotti parce que voilà, il commençé à avoir des grands noms qui allaient arriver, il commençait à avoir justement un autre organigramme. Donc le fait d'être parti chercher Ancelotti, c'était dans la continuité justement de ce que le Paris Saint-Germain voulait faire et voulait faire grandir. Donc juste ensuite, en 2012, pendant l'intersaison, tu as le PSG qui est très actif sur le marché des transferts. Donc ça a provoqué une grande concurrence dans l'effectif, notamment au milieu de terrain, là où tu évolues. Tu es prêté à la Fiorentina pour 6 mois. Est-ce que pour toi, c'est naturel ce mouvement-là pour aller à la Fiorentina et pour aller chercher un peu de temps de jeu? Non, c'est pas naturel parce que c'est vrai que moi, depuis ma blessure, faut savoir que quand j'arrive au Paris Saint-Germain, j'arrive avec une grosse blessure que j'ai eue à la Juve. Donc clairement, pour être honnête, je suis pas revenu à 100% de mes capacités. Donc j'ai mis du temps. Au niveau de la préparation, ça a été un peu mitigé pour moi. Et tu sais, c'est comment ça se passe dans le football. Hein. Quand Ouais. le train il passe et quand tu n'es pas dans le bon wagon, et ben, malheureusement, c'est compliqué de retourner. Donc pour moi, j'ai beaucoup travaillé, mais malgré que j'ai pu travailler et je voulais revenir à mon meilleur niveau, à ce moment-là, j'ai pas su revenir à mon meilleur niveau. Après, il y a des choix qui ont été faits. Et après, donc, à partir de là, j'ai demandé de me faire prêter à la Fiorentina pour justement avoir du temps de jeu et avoir plus de continuité dans mes matchs. Ok, et justement, tu parlais des blessures. Moi, je voulais savoir, comment on le vit en fait quand on est écarté du terrain, quand on est blessé, quand on est écarté du terrain. Est-ce qu'on on le vit mal ou bien est-ce que tu as demandé de l'aide? Comment tu l'as vécu toi au moment où tu as été blessé? En Bon, on général le dans vit la très carrière. mal. On le vit très mal. On le vit très mal parce que surtout que quand tu as pas l'habitude d'être blessé et quand tu as l'habitude d'être un protagoniste dans une équipe, c'est compliqué justement du jour au lendemain de te retrouver pas protagoniste et pas important dans une équipe. Moi, si on regarde dans toutes les équipes où je suis passé et dans les grands clubs, je me suis toujours imposé. J'ai toujours joué un maximum de matchs possibles. J'ai toujours été important. Donc, c'est vrai que mon passage au Paris Saint-Germain, j'en retiens beaucoup ça m'a fait plaisir d'avoir opté pour le Paris Saint-Germain, d'avoir évolué au Paris Saint-Germain, de faire partie justement de ces premiers noms qui sont arrivés au Paris Saint-Germain. Mais j'ai justement, en tant que compétiteur et être humain, un sentiment mitigé parce que je pense que on n'a pas vu justement toutes mes capacités. Et c'est pour ça que je dis que j'ai un sentiment assez mitigé de mon passage au Paris Saint-Germain. Étant moi grand fan du PSG et de Zlatan, tu as joué avec lui pendant 6 mois avant du coup de résilier ton contrat. Et j'aimerais savoir comment il est dans le vestiaire et à l'entraînement. Bah, c'est un compétiteur, hein. Je pense que c'est un mec qui a envie de gagner. C'est un mec qui a inculqué justement l'état d'esprit de gagnant justement à Paris. Et c'est vrai qu'il a changé beaucoup de choses dans le club.
Et pour moi, voilà, d'avoir joué contre des mecs comme Zlatan ou d'autres, c'était des éléments importants pour le Paris Saint-Germain parce que c'est vrai, ils ont vraiment eu un impact très fort au sein du club. Et humainement, quel souvenir t'en gardes? Bah moi, personnellement, des bons souvenirs, hein. Moi, en aucun moment, j'ai eu des problèmes avec lui. Il y a toujours un grand respect. Donc, pour moi, je le connaissais déjà en Italie. Ouais. On a joué l'un contre l'autre à plusieurs reprises. Donc, pour moi, j'en retiens que des bons souvenirs. Et pour moi, humainement, c'est un bonhomme. Et donc, finalement, tu résilies ton contrat avec le PSG à l'été 2013. Et après 6 mois sans Ouais. jouer, tu t'engages à l'Éventé où tu restes 1 an et demi avant de Mhm. t'envoler vers la nouvelle destination à la mode un petit peu de l'époque, c'est le championnat chinois. Pourquoi cette Ouais. décision? Enfin, pourquoi cette décision? Parce que j'étais fatigué justement que les clubs qui voulaient me signer m'avaient mis un peu une étiquette de joueur fragile, comme quoi mon genou était fatigué, que je reviendrais jamais à mon meilleur niveau, qu'on insiste vraiment sur mon genou quand il y avait les visites médicales et qu'on trouvait justement des trucs justement pour me donner des contrats qui étaient pas à ma valeur. Donc à partir de là, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire dans le football. Je pense que avec le recul, je pense que par la grâce de Dieu, j'ai bien fait les choses. Et maintenant, voilà, j'ai décidé de découvrir justement un autre football et retourner et connaître un football différent de ce que j'ai pu connaître depuis mon plus jeune âge, quoi. Bah alors justement, ça m'amène à la question suivante. Donc ton contrat est résilié en février 2016 pour libérer une place d'extra communautaire. Donc tu rebondis à Pune Non, j'étais pas extra-communautaire. Vu que j'ai le passeport français, Ouais. j'ai résilié mon contrat tout simplement parce que voilà, dans le projet, voilà, il fallait que je résilie et pour que je puisse partir avec mon contrat Ok. et que chacun fasse son chemin de son côté. Ok, donc tu rebondis après en Inde, à Pune, puis dans le Hein. championnat indonésien et enfin à Hong Kong. Ouais. Et ma question c'est, donc d'abord, est-ce que tu vois un véritable niveau, un écart de niveau, pardon, entre les championnats européens et les championnats asiatiques? Et quel a été le meilleur championnat asiatique dans lequel tu as évolué? Pour moi, c'est même pas comparable c'est pas comparable avec le championnat européen. Il y a une grande différence. C'est humainement, clairement, tu te retrouvais justement avec des choses normales, quoi. Tu vois, voilà, en Indonésie, moi j'allais à l'entraînement en vélo. Tu vois, c'était un football tranquille, quoi. Tu vois, il n'y avait pas d'exigence Ouais, je vois. particulière. Donc, on peut pas comparer justement le football européen et le football asiatique, quoi. Ok, et par rapport à la pression, on en parlait tout à l'heure, est-ce que genre le fait de d'être mis en retrait par rapport au championnat européen pour aller un peu en Chine, en Indonésie, est-ce que ça t'a fait du bien, toi, personnellement, de pouvoir jouer au foot sans avoir la pression des médias et sans avoir la pression des stades quand tu rentrais? Est-ce que ça t'a fait du bien un peu en fin de carrière? Ouais, clairement, ça m'a fait énormément de bien. Clairement, ça m'a fait énormément de bien. Je retrouvais les choses naturelles, quoi. Tu vois, c'était plus le foot Ouais. bling-bling, le foot pression, le foot où clairement on te jugeait pour tout et n'importe quoi. C'était clairement, tu retrouvais les choses naturelles, quoi. Tu vois, comme je t'expliquais, j'allais en vélo à l'entraînement. Tu vois, tu te retrouvais, tu parlais aux gens, tu avais le temps de parler avec les gens. Tu vois, c'est un tout autre football. Et clairement, sur la fin de ma carrière, ça m'a fait du bien justement de retrouver la normalité des choses, quoi, tu vois. Ouais. Et justement, tu parles du côté bling bling, toi, t'en penses quoi de l'évolution du football actuel? C'est... Le football, il a changé. Voilà, Ouais. le football, il a changé comme la vie change, tu vois. Donc, tu es obligé de t'adapter. Mais c'est vrai que je sais pas si on est dans le positif ou dans le négatif. Mais en tout cas, moi, de ce qui se faisait à mon époque et maintenant, c'est vrai que c'est deux mondes complètement différents. Maintenant, voilà, moi, je m'occupe des jeunes Ouais, on va en parler, ouais. footeux. Et c'est vrai que c'est comment nous on voyait les choses, notre perception du football, elle est complètement différente avec les nouveaux joueurs.
l'exigence aussi. Donc maintenant, voilà, il faut justement les aider justement à comprendre que le football, c'est dur. Il faut vraiment travailler pour y réussir. Il faut être meilleur que les autres pour pouvoir se détacher des autres. Et justement, c'est toutes ces informations-là qu'il faut leur inculquer et leur faire prendre conscience. Ouais. Et donc, après toutes ces aventures dans les championnats asiatiques, tu fais un dernier passage au Mexique, puis à Sochaux, et tu prends ta Ouais. retraite. Donc, alors, à la fin d'une carrière, on fait souvent le bilan. Donc, j'aimerais te demander ton meilleur et ton pire souvenir, simplement. Bon, mon meilleur souvenir, c'est d'avoir été professionnel. Parce que depuis petit, je me suis arraché, j'ai fait le travail, j'ai souffert, j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai su rendre fiers mes parents. Donc pour moi, c'est une grande fierté d'avoir justement, dans tout ce que je vous ai résumé là, d'avoir justement à travers le football pu avoir racheté la maison à mes parents. Donc pour moi, c'est que du bon. Après, le pire souvenir, clairement, c'est les blessures, la souffrance, les douleurs. Et après, voilà. Mais encore une fois, je suis béni parce que clairement, ce que j'ai vécu dans le football, peu l'ont vécu. Donc pour moi, je peux pas me plaindre aujourd'hui en disant oui, non, si j'aurais fait ci, non. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis donné les moyens de réussir. J'ai été très courageux. Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, je retiens que du positif du football. Ouais, moi je trouve que c'est bien que tu parles un peu des blessures et de ce que tu ressens, parce qu'on n'en parle pas souvent, on parle souvent des performances et on pense pas à ce qui se passe hors du terrain. Moi je Ouais. voulais aussi te poser une autre question, c'est que tu as connu beaucoup d'entraîneurs au cours de ta carrière, et si tu devais en sortir un qui t'a particulièrement marqué. Bah, Raphaël Benitez, hein. Raphaël Benitez, c'est lui qui m'a donné justement la chance d'évoluer en Liga, de gagner des titres. C'est lui qui m'a fait confiance à 17 ans. C'est lui qui m'a fait grandir en tant qu'homme. Donc pour moi, je retiendrai Raphaël Benitez. Ok, et je vais enchaîner sur une autre question. T'as joué à Liverpool avec Steven Gerrard, Xabi Alonso. Est-ce que tu sentais un peu ce côté tacticien ou parce que là maintenant on voit les performances récentes de Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen. Est-ce que tu sentais un peu cet esprit coach dans leur mental? Ouais, clairement, Xavi, je savais que ça allait être un très bon coach. Et je savais qu'un jour ou l'autre, il allait devenir entraîneur. Et je savais qu'il allait performer parce qu'il avait, justement, en tant que joueur, il avait toutes ces choses-là, quoi, tu vois. Au Ouais. niveau tactique, comment il comprenait la compréhension du football, comment lui, il voyait le football. Pour moi, je ne suis pas surpris de le voir à ce stade-là avec le Bayern Leverkusen. Donc, là, tu nous as parlé des entraîneurs qui t'ont marqué. Et j'aimerais te demander un joueur, un coéquipier ou un adversaire qui t'a marqué, ou bien les deux. Bah, un adversaire Zizou, hein. Zizou, clairement, c'est la crème de la crème, hein. Franchement, de jouer contre lui, c'est juste, ouais, c'est dingue. Clairement, moi, j'étais fan de Zizou. J'arrive en Liga, il me dit bonjour, il me salue, il prend le temps d'échanger avec moi. Et quand tu joues quand tu joues contre lui, c'est un ovni, le mec, c'est un ovni. C'était tu vois, un chef d'orchestre, quoi, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu récemment en France, il y a eu une déclaration d'un journaliste qui a dit que a toujours été un grand joueur, un bon joueur, mais jamais un grand joueur. Moi, j'aimerais juste te dire, qu'est-ce que tu penses des médias en France qui ne valorisent pas leurs joueurs assez, je trouve. Bah, c'est dommage, hein, de dire que Zizou est un simple bon joueur. C'est un petit peu osé, hein. Ouais. J'ai joué contre lui, je l'ai vu de très près. Et pour moi, mis à part le fait que ce soit un très, 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 très grand joueur, humainement, c'est un boss, le mec. C'est un boss. Le mec, c'est clairement, il a impacté des générations et au jour d'aujourd'hui, il continue à impacter des générations. Donc pour moi, Zizou, c'est la crème. Ça, moi, je trouve ça dommage parce que dans tous les autres pays d'Europe, il est considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et en France, tu as des gens qui des fois, vont rabaisser leur légende. Bah, malheureusement, on a du mal justement en France à valoriser justement nos grands sportifs comme Tony Parker, Henry, tu vois, Zizou et d'autres, Karim Benzema, tu vois. Ouais. On a du mal à les valoriser, mais clairement, ce qu'ils ont fait dans le football,
Il y a juste à dire respect et leur serrer la main et leur faire une statue. Et justement, comme toi, tu en as fait l'expérience, est-ce que tu sentais une différence niveau média quand t'as bougé de France à Espagne, d'Espagne à Angleterre? Est-ce que tu ressentais vraiment la différence? Ouais, clairement, clairement, clairement. Moi, tu vois, que tu ailles en Italie, en Angleterre, en Espagne, au niveau des médias, voilà, sans prétention, j'ai beaucoup de respect, on me donne beaucoup de respect, tu vois. Et c'est vrai qu'en France, quand je suis arrivé, en fait, je suis arrivé comme un joueur banal, quoi, tu vois. Ouais, Je suis arrivé comme un joueur banal. Je suis pas arrivé comme un joueur qui est passé par la Juve, qui est passé par, tu vois, qui est passé par Liverpool, par Valence, tu vois. ouais, on t'a pas On a, jugé à ta propre valeur. ouais, pour moi, on m'a un petit peu beaucoup minimisé. Mais après, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Après, c'est vrai que moi, je suis parti tôt à l'étranger. Donc, je suis parti tôt à l'étranger. Donc, c'est vrai Ok. que on me connaissait pas plus que ça en France, quoi. Et Momo, une petite question sur l'actu dans quelques semaines. Alors, pour te contextualiser, nous, on est trois Marocains. Et dans quelques semaines, va jouer la CAN en Côte d'Ivoire. J'aimerais avoir tes impressions sur la compète et les chances un petit peu que tu penses du Maroc et du Mali. Bah clairement, je pense que ça va être une très bonne CAN, en espérant que l'organisation va être à la hauteur justement de cette grande Coupe d'Afrique qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Mes favoris, c'est pas parce que vous êtes marocain, mais pour moi le Maroc est complet, a une équipe complète, a un entraîneur avec beaucoup de connaissances, des joueurs avec beaucoup d'expérience et des joueurs vraiment talentueux. Et là, j'ai vu qu'ils ont pris des jeunes joueurs comme Adli, donc c'est une plus-value Ouais, en plus. ouais. Donc pour moi, le Maroc, je vois favori le Maroc, le Mali et le Nigeria. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et Ouais. aussi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du parcours du Maroc en Coupe du Monde? Bah, ça fait du bien à toute l'Afrique. C'est vrai que quand tu vois le Maroc, voilà, une équipe africaine justement faire faire un tournoi aussi énorme de ce qu'ils ont fait, faut juste les saluer et ça donne justement envie à d'autres nations de travailler. Après, faut pas croire que le Maroc est arrivé là par hasard, hein. Ouais, Le bien sûr. Maroc, il travaille depuis de longues années justement pour essayer d'organiser un bon organigramme. Quand tu vas au Maroc et tu vas dans le centre de formation qu'ils ont fait, c'est à la hauteur Ouais. de leurs ambitions. Quand tu vois que tout est fait pour justement pour que le Maroc évolue, pour moi, de les retrouver à ce niveau-là, moi, je suis pas surpris. Parce que dans le football, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Quand tu mets les Mhm. moyens et quand tu mets des gens compétents, eh ben, tu arrives à des grandes choses. Ok, je vais juste intervenir. On parlait du côté humanitaire tout à l'heure, et on voit que pour ton après-carrière, pour ton post-carrière, tu as lancé une structure pour accompagner les jeunes en devenir. Tu peux nous en dire un peu plus? Bah, écoute, moi, ce que je fais, c'est que j'ai beaucoup de joueurs, de jeunes talents en France, en Afrique. Et voilà, je m'occupe de leur carrière. Je fais en sorte justement de les accompagner et faire en sorte que justement, leur donner justement tous les ingrédients pour pouvoir aspirer à faire une grande carrière. Ok, et pour l'Afrique, est-ce que après le passage du Maroc en Coupe du Monde, tu as senti qu'on a donné un peu plus de visibilité à l'Afrique ou pas? Ouais, je pense qu'il y a plus de visibilité. C'est vrai que maintenant, les scouts, ils vont plus en Afrique justement pour pouvoir aller prospecter. Mais clairement, c'est qu'une question de temps. Je pense Ouais. que maintenant, le Maroc, ils l'ont démontré en Afrique, il y avait du talent. Maintenant, plus les compétitions vont aller en avant, plus les scouts, ils vont s'en rendre compte qu'en Afrique, il y a beaucoup, beaucoup de talent. Et maintenant, c'est juste une question de temps Est-ce pour que, pouvoir gagner un grand tournoi. est-ce que toi, tu comprends des joueurs comme Lamine Yamal qui préfèrent choisir l'Espagne au Maroc, par exemple? Après, lui, c'est un contexte assez particulier. Tu sais, lui, quand tu regardes bien, lui, il est espagnol. Tu vois, Ouais, même si Ouais. ses parents, ils sont originaires du Maroc. Lui, il a grandi, comment ça s'appelle, en Espagne. Sa ouais. culture, elle est espagnole. Lui, il a toujours évolué en Espagne. Et je pense qu'il a connu le Maroc
que cette année, tu vois. Ouais. Mais avant ça, il a jamais mis les pieds au Maroc. Donc pour moi, lui, c'est un cas particulier, quoi. Et pour finir cette interview, Momo, je vais te poser un peu la question traditionnelle que je pose à tous les anciens joueurs. Je vais te demander si tu as des conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent et qui aspirent à une carrière dans le football. Bah, le conseil, c'est d'être humble, de beaucoup travailler et justement de se donner les moyens de réussir. Parce que c'est vrai que le football, c'est un échappatoire, hein. En tout cas, moi, des milieux où on a grandi, c'est un échappatoire. Donc, il faut se donner les moyens, il faut vraiment beaucoup travailler, faire en sorte de rendre fiers ses parents. Et je pense que ça, c'est une motivation qui te donne beaucoup plus de motivation à réussir ce que tu veux entreprendre dans ta vie. Ok, merci Momo. Et une dernière question pour la fin. Enfin, c'est pas une question, c'est plus un jeu. On aimerait te demander, tu nous donnes un joueur par poste pour toi le meilleur de tous les temps. Ok. Un goal, un central, un latéral, un milieu récupérateur, un milieu et un ailier et un buteur. D'accord. Donc, dans les buts, Buffon. Ok. Défenseur central, Ayala. Ouais. Milieu de terrain, je dirais Patrick Vieira, défensif. Offensif, Zinedine Zidane. Et attaquant, le grand R9. Eh ben merci Momo de nous avoir accordé beaucoup. cette interview. C'est une belle équipe de five. Merci Ouais, à c'est vous, une merci vraie à vous, bon équipe. courage. Merci beaucoup Momo, à très vite, Merci, salut. Merci, c'est cool, merci, à bientôt. Bisous, Salut. Momo. Ciao, ciao. Ben les amis, on arrive au bout de cette interview. J'ai beaucoup aimé personnellement. J'espère que vous allez aimer vous aussi. Yanis, Camille, merci d'avoir été avec nous. Mais Merci c'est un à toi, plaisir, Nouri. on revient quand tu veux. Eh ben j'espère que vous reviendrez. C'était sincèrement très bien. On reviendra quand il y aura Eto. Quand il y aura, bah, peut-être. On sera là pour l'accueillir. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On a eu là un ancien Parisien. A priori, ça sera un ancien Marseillais la semaine prochaine. Je vous dis à très vite. Salut.